Cette semaine, à votre bulletin d'information locale et régionale InfoCam, les compressions budgétaires sont à l'honneur en éducation et en forêt. Pour ce faire, nous parlerons avec Yvan Tardy de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, mais également avec le président de RESAM, M. Rénald Bernier. Nous parlerons également de la cyberfoire de l'emploi et avec M. Jean-Yves Simard, directeur de la polyvalente La Pocatière, concernant les nouvelles concentrations sportives et culturelles. Bonjour et bienvenue à InfoCam. Comme premier reportage, on vous présente une entrevue avec M. Rénald Bernier, président du RESAM, concernant les coupures budgétaires annoncées dans le programme de création d'emplois en forêt. Présentement, nous, on fait beaucoup de représentations pour justement qu'il n'y ait pas de ces coupures-là qui atteignent les employés finalement directement en forêt. Donc, beaucoup de représentations au niveau du ministère des Ressources naturelles, de la ministre, aussi du président du Conseil du Trésor, parce qu'au fond, nous, ce qu'on veut, c'est que les mêmes montants qui étaient investis l'an passé le soient cette année en forêt privée. Il y a quelques programmes, et puis on peut dire que ça tourne aux alentours d'une quarantaine de millions, là, bon an, mal an, depuis 1988. C'est la moyenne de l'argent qui est investi en forêt privée. Et puis cet argent-là qui est investi en forêt privée, c'est très important parce que quand on parle de forêt privée, on parle vraiment de forêt de proximité. C'est la forêt que les gens habitent. C'est la forêt qui est autour des communautés, des villages. C'est la forêt la plus près aussi des usines de sciage, de pâte et papier, etc. Donc, c'est une matière première qui est accessible. Au niveau des travaux sylvicoles, parce que moi, je suis président de RESAM, le regroupement des sociétés d'aménagement forestier du Québec. Donc, nous, on exécute beaucoup de travaux forestiers en forêt publique et en forêt privée. Surtout en forêt privée, ici dans le Bas-Saint-Laurent, la tenure de la forêt, c'est à peu près 50 forêt privée, 50 forêt publique. Donc, nous, on œuvre sur les deux tenures. Forêt privée, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une quarantaine de millions, bon an, mal an, qui est investi en forêt privée. Là, on nous parle de coupures, tout dépendant de qui nous en parle. Là. On parle qui pourrait aller jusqu'à 23 fait que ça représente beaucoup d'emplois. S'il y avait une coupure de cet ordre-là, ici dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, ça pourrait être peut-être 300-400 emplois là, qui seraient en péril. D'ici quelques semaines, on doit avoir une réponse plus précise. C'est sûr qu'entre-temps, on fait de la représentation, comme je disais tantôt. Il y a aussi des manifestations qui sont organisées dans notre réseau au niveau du Bas-Saint-Laurent, au niveau de la Gaspésie, parce qu'on veut faire entendre nos revendications et rappeler au gouvernement en place qu'on fait des promesses durant la campagne électorale et puis qu'on veut qu'ils tiennent leurs promesses. Par rapport à l'assurance-emploi, maintenant, comme on le sait, vous êtes allé à Ottawa dernièrement. Qu'est-ce que vous y avez fait exactement? Le 27 février, il y a une délégation qui provenait de l'Est du Québec, de la coalition de l'Est contre la réforme d'assurance-emploi. Nous avons rencontré fait des représentations au niveau politique, au niveau des députés du NPD, du Bloc québécois, du Parti libéral et du Parti au pouvoir, le Parti conservateur. Au fond, pour mettre au courant la population canadienne du dossier comme tel. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui sont de la désinformation. Je sais qu'au niveau du gouvernement, on dit la même chose, qu'il y a de la désinformation qui se véhicule. Mais je pense que nous, on était là justement pour donner les bonnes informations, pour que les gens sachent ce que c'est l'importance de la réforme, l'impact que ça a sur les employés et sur les employeurs, sur les industries saisonnières. Le pire, c'est que ça peut devenir, si on regarde ça, si on étale ça dans l'année 2 de la réforme, cette personne qui a accepté de travailler pour 70 de son salaire, ça va être quoi la définition de son emploi principal l'année d'après? Est-ce que c'est lorsqu'il travaille dans l'industrie, on va prendre l'exemple de l'industrie forestière, ou c'est lorsqu'il travaille dans l'autre emploi où il a accepté pour 70 de son salaire? Donc, si c'est le 70 qui est considéré, l'emploi qui compte 70 de son salaire, est considéré comme emploi principal, l'année d'après, il est obligé d'accepter encore 70 du 70 vous voyez la spirale d'appauvrissement que ça fait. Donc, ça, c'est un des effets négatifs de la réforme. C'est un des exemples. Il y a plusieurs exemples comme ça. Et puis, cette personne-là, lorsque
je parle toujours de la même personne, qui décide de revenir à son emploi principal pour elle, qui est travailler en forêt, donc quitte l'emploi, son employeur, qu'est-ce qu'il est obligé d'écrire? Départ volontaire. Départ volontaire, donc l'année d'après qui vient pour se qualifier. Est-ce qu'il va être capable de se qualifier pour l'assurance-emploi? Peut-être pas. Ce que l'on demande, au fond, la coalition, c'est de suspendre la réforme et puis de faire une analyse d'impact pour voir vraiment les conséquences que ça a sur l'industrie et sur les employés. Est-ce que votre demande a été bien accueillie à Ottawa? Pour être franc, non, parce que on a eu l'oreille n'a pas été attentive par rapport à tout lorsqu'on a présenté, disons, notre façon de voir là, du dossier. Dans le prochain reportage, nous nous entretiendrons avec M. Yvan Tardy, directeur général de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, concernant les compressions budgétaires annoncées pour la prochaine année pour notre commission scolaire. Le gouvernement a annoncé qu'il voulait couper à la hauteur de 50 l'aide additionnelle que le gouvernement donnait, à même les augmentations reliées à la taxe scolaire. Donc, depuis 2007, le gouvernement donne aux commissions scolaires une aide additionnelle au niveau de la taxe scolaire pour compenser les hausses potentielles qu'auraient eues les citoyens un peu partout sur le territoire québécois. Ce que ça veut dire dans les faits, ça veut dire que ça représenterait maintenant, aujourd'hui, une enveloppe de 400 millions. Le gouvernement nous dit on coupe la moitié de cette somme-là pour 13-14. Donc, pour l'année scolaire 13-14, le manque à gagner pour le réseau scolaire, c'est 200 millions. En ce qui concerne notre commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, on parle de 2,1 à 2,4 millions. Ça reste à être évalué en fonction des prochaines données au niveau des finances pour l'année scolaire 13-14. Qu'est-ce que ça peut avoir et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup? Bien, évidemment que 2,1 à 2,4 millions, c'est des sommes très importantes, surtout dans un contexte où, au cours des 3 dernières années, on a déjà été coupé annuellement pendant 3 ans, qui fait que, globalement, on a déjà vécu des coupures de 2,4 millions. Alors, si on ajoute à ça une somme à peu près identique, ça fait en sorte que la commission scolaire ne pourra pas, à elle seule, diminuer ses frais d'administration dans un contexte comme celui-là. Donc, le gouvernement nous donne 2 options. Tu continues à couper dans tes frais administratifs, ce qui devient impossible à ce moment-ci ou impensable d'aller plus loin que là où on est rendu, ou tu vas taxer le citoyen. Et quel choix va être fait éventuellement dans votre commission scolaire? Idéalement, on ne voudrait pas avoir à faire ce choix-là. C'est pour ça qu'on s'est associé à l'ensemble du réseau. Il faut mentionner que c'est la Fédération des comités de parents qui a pris le leadership là-dedans pour dire au gouvernement, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Le monde scolaire, nos écoles primaires, nos écoles secondaires, partout au Québec, ont suffisamment payé au cours des dernières années, ont suffisamment contribué à l'effort de l'équilibre budgétaire québécois. S'il vous plaît, donnez un peu d'air au réseau scolaire. Donc, la Fédération des commissions scolaires s'est associée aux parents et tout le réseau des commissions scolaires s'associe à cette démarche-là. On sait que le gouvernement a déjà fait des pas pour améliorer la situation du monde universitaire, du monde collégial. Le gouvernement doit à ce moment-ci faire des pas pour revenir un peu en arrière, des pas en arrière, dans cette situation-là pour le réseau scolaire. Et évidemment qu'ultimement, si le gouvernement refusait de reculer de quelque façon que ce soit, même pas en partie, parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il recule au moins en partie, la commission scolaire n'aura pas le choix d'évaluer les différents scénarios et ultimement d'aller vers une perception de taxe qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, c'est le citoyen qui va payer. Le gouvernement, le message qu'il nous envoie, c'est celui-là. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux. Vous avez l'occasion d'aller taxer davantage le citoyen. Vous avez l'occasion maintenant de le faire. Par rapport aux élections scolaires, maintenant, il y a du changement. Ça se fera en novembre 2014. Comment ça va fonctionner? En quoi ce sera changé? Oui, les élections scolaires en novembre 2014, écoutez, ça fera 7 ans qu'on n'en aura pas eu. Le mandat de 4 ans, habituel à un commissaire élu, a été évidemment modifié dans le temps avec évidemment des changements de gouvernement, des changements d'optique, mais on s'en va maintenant en novembre 2014. Et un peu partout sur le territoire québécois, on a amené les commissions scolaires à faire des choix pour un plus petit nombre d'élus. Alors, pour Kamouraska-Rivière-du-Loup, on est habitué avec 19 secteurs, 19 territoires, donc 19 commissaires élus. On va passer de 19 à 10. Le découpage du territoire va se faire dans 9 secteurs, donc 9 commissaires élus. S'ajoute à ça la présidence maintenant qui va être élue au suffrage universel, ce qui n'était pas le cas.
on vivait 19 commissaires élus qui décidaient entre eux qui allait devenir le président ou la présidente. Maintenant, on va y aller avec 9 territoires déterminés sur Kamouraska-Rivière-du-Loup. Par la suite, il y a l'élection de la présidence au suffrage universel, donc pour un total de 10 élus. S'ajoutera à ça 3 commissaires par an, donc 13 personnes autour de la table. On vivait 19 élus plus 2 commissaires par an, donc 21. On va passer de 21 à 13. Des nouvelles concentrations sportives et culturelles sont annoncées pour l'année scolaire 2013-2014 du côté de la polyvalente de la Pocatière. Le directeur, M. Jean-Yves Sémard, nous en dit davantage. Cette année, nous avons décidé d'innover, plus pour l'an prochain, bien entendu. Donc, si je te disais qu'en secondaire 1 et 2, nos élèves auront le choix de 3 volets au niveau d'activités sportives ou culturelles. Donc, le premier volet, c'est les arts qu'ils pourront faire toute l'année. C'est à raison de 3 après-midi par 9 jours. Il y a les arts, il y a le judo aussi pour toute l'année. Ensuite, ils ont un choix d'activités sportives, mais qui se déroulent sous la forme de 3 blocs, de septembre à novembre, de décembre à fin mars, et pour le reste de l'année, les mois d'avril à juin. Donc, ils auront le choix d'activités comme le volleyball, le tennis, le basketball, le soccer, le ski alpin et le golf. J'espère que je n'en oublie pas. L'équitation, bien entendu. J'avais oublié l'équitation. Au niveau des options, maintenant, on continue avec le 2e cycle. Qu'est-ce qui est offert aux élèves de ce cycle-là? En 3e secondaire, nous offrons une partie du projet que je t'ai parlé tout à l'heure, ce qui veut dire qu'on va leur offrir le golf, le ski alpin et le tennis. Et au niveau de 4e et 5e secondaire, nous offrirons de l'espagnol et l'art dramatique, en plus de la musique et des autres options déjà qui sont en place. Il y aura des personnes, des professionnels du milieu, j'imagine, pour les encadrer dans ces activités-là? Oui, il y a déjà des gens qui sont trouvés. Le reste, je vais le faire d'ici la fin de l'année. En équitation, ça se déroulera au centre d'équitation à Saint-Pacôme, le centre Harding. Ensuite, pour le ski alpin, j'ai eu la chance d'avoir le oui de M. Régent Héberge, qui sera le responsable du programme. Au niveau du judo, j'ai aussi la grande chance d'avoir M. Jacques Dufour, qui va s'occuper du programme. Il reste le golf à terminer et les autres activités vont être données par nos enseignants en éducation physique. Dans quel but on propose des activités de ce genre aux élèves du secondaire? Bien, c'est toujours dans un but d'offrir une plus grande gamme d'activités à nos jeunes. C'est dans un goût aussi d'améliorer la persévérance scolaire, que nos jeunes aiment l'école, restent plus longtemps à l'école. Au niveau des inscriptions maintenant, est-ce que c'est déjà débuté et comment ça fonctionne? Bien, les inscriptions, c'est les inscriptions qui nous proviennent du primaire. C'est presque terminé. Je te dirais qu'on est très chanceux et très content d'avoir autour de 80 des jeunes venant du primaire qui vont s'inscrire à la polyvalente l'an prochain. Maintenant, par rapport au taux de réussite en lien avec le taux de décrochage, tout ça est lié à la persévérance scolaire, bien entendu. Comment ça va de ce côté-là? Bien, une très belle amélioration, je te dirais, depuis les dernières années, les 4-5 dernières années. Tout ça est en lien avec le test qui nous provient de l'Université de Montréal, test sur la persévérance, où nous faisons passer à tous nos élèves différentes questions et on peut identifier les jeunes qui sont en difficulté et ont une problématique peut-être de vouloir décrocher. Donc, à ce moment-là, on les identifie et on peut travailler plus directement avec ce type d'élèves-là pour améliorer leur persévérance, comme on dit. Et je te dirais que nos statistiques depuis ces dernières années-là ont été autour de 40 de décrocheurs versus un 10-15 ces années-ci. Donc, on voit que le test nous donne beaucoup de munitions pour travailler avec les bonnes personnes. Par rapport aux sorties d'hiver qui ont été proposées à vos élèves dernièrement, comment ça s'est déroulé? Bien, je te dirais, Marie-André, que ça s'est très, très bien déroulé. Un taux de participation extraordinaire. 95 des jeunes ont participé à l'activité. Je te dirais que dans le 5 c'est des jeunes qui avaient des activités comme le hockey, un tournoi de hockey ou autre chose. C'est extraordinaire. J'ai jamais vécu une participation comme celle-là.
Nous sommes allés à Valcartier, au Relais, et il y a eu des activités ici à l'école qui étaient offertes aussi aux élèves. Donc, félicitations à tout le monde. Belle participation aux enseignants qui ont accompagné aussi. C'était une très belle journée. J'aime ma ville. Chaque matin, je me dis que j'ai une belle vie. Je suis en forme, je fais du sport. Et puis, j'ai tout ce qu'il me faut pour apprendre. Mais d'autres l'ont pas facile. En fait, beaucoup de jeunes ont moins de chance. Assurer la relève, c'est important. L'éducation, c'est essentiel. Moi, demain, c'est une société gagnante que je veux. Alors, je m'implique à Opération Bonne Mine qui vient en aide à des milliers de jeunes. Parce que dans le fond, donner, ça rend heureux. Opération Bonne Mine sur Facebook. Je suis gay. Je suis lesbienne. Bisexuel. J'étudie en technique policière. Je suis maman à temps plein. Infirmier auprès des personnes âgées. Je suis chanteuse d'opéra. Je suis camionneur. Je viens de Saint-Pétersbourg. Moi, de Drummondville. Je viens de la Beauce. Région de Québec. Cameroun. Montréal. Moi, j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Fraîchement marié. J'ai un chum depuis 11 ans. C'est mon chum Martin. J'ai fait mon coming out à l'âge de 19 ans. 28 ans. 34 ans seulement. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon meilleur ami. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que je suis lesbienne. Moi, pour annoncer à mes parents que j'étais gay, j'ai écrit une lettre de 4 pages. Mon frère me parle plus. Je les ai expliqué que j'étais gay, que j'étais pas différent de mon frère et de ma sœur, que j'étais juste homosexuel. On est ici pour répondre à vos questions. Toutes vos questions. Le Gris, c'est ça. Des bénévoles qui rencontrent des jeunes dans les écoles pour leur parler d'homosexualité et de bisexualité. Parce que plus on en parle, moins on laisse de place à l'homophobie. Du 10 au 14 avril prochain aura lieu la Cyberfoire de l'emploi. Pour nous en parler, nous avons rencontré Mme Chantal Dumont et Mme Véronique Michaud. La Cyberfoire, c'est un concept qui a été développé par la MRC de Rivière-du-Loup l'année passée. Et là, c'est la première fois cette année que c'est toute la région du Bas-Saint-Laurent, donc les 8 territoires de MRC, qui s'unissent pour réaliser cet événement virtuel-là. Qu'est-ce que ça implique pour ceux qui veulent se faire embaucher, en fait, du côté des employés? Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. C'est un espace virtuel que chaque chercheur d'emploi a à se créer. Donc, c'est de se doter de ces documents, donc de présentation, curriculum vitae, avec un avatar, donc une image qui nous décrit, se faire un petit endroit virtuel et ouvrir la porte aux employeurs. Et du côté des employeurs, maintenant, comment ça fonctionne? Donc, les employeurs qui veulent s'inscrire se rendent sur le site de la Cyberfoire, qui est au cyberfoire.ca. Et en s'inscrivant, ils vont pouvoir se créer un kiosque. Donc, créer leur propre kiosque virtuel avec leur logo, leur image, des hyperliens vers leur site Internet, par exemple, et leurs offres d'emploi. Et lors de l'événement, du 10 au 14 avril, les chercheurs d'emploi qui vont avoir créé leur profil vont rentrer et vraiment visiter, là, comme si c'était un salon de l'emploi, avec des kiosques et pouvoir déposer là, des curriculums vitae. Il y aura, j'imagine, plusieurs emplois, divers emplois, étant donné que ça touche les 8 MRC. Oui, tout à fait. Il y a autant d'emplois qu'il va y avoir d'entreprises différentes là, qui vont s'inscrire. Il y a d'ailleurs beaucoup de secteurs d'intervention. Hein. On peut penser à la santé, l'enseignement, le commerce, donc différents secteurs là, qui vont être représentés là, au niveau des emplois. Et de votre côté, qu'est-ce que ça a impliqué comme préparation pour cette cyberfoire-là? En fait, dans le Kamouraska, on est un groupement de partenaires socio-économiques, justement, qui se sont rencontrés, qui forment un groupe afin d'aider justement les entreprises à inciter, en fait, les entreprises à sortir le plus là, leurs offres d'emploi, inciter aussi les gens à être présents, à se créer un kiosque. Donc, c'est un regroupement d'organismes d'employabilité, par exemple, et de partenaires socio-économiques pour en nommer
nommer quelques-uns, justement, le CLD du Kamouraska, la SADC, effectivement, nos organismes d'employabilité, comme je le mentionnais, la Ville de Saint-Pascal et d'autres partenaires, donc, qui se regroupent, se consultent et vont de l'avant, justement, avec certaines marches à suivre pour, justement, assurer le bon fonctionnement là, de la cyberfoire, en collaboration, bien sûr, avec nos gens de la CRI. Et à Rimouski, maintenant, qu'est-ce que ça a impliqué comme préparation? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand comité régional, donc Emploi Québec au niveau de la région et la Conférence régionale des élus ont formé un grand comité régional avec des partenaires de chacun des territoires de MRC. Donc, au niveau régional, bien, on travaille beaucoup à la promotion de la cyberfoire. Donc, comme c'est un événement virtuel, on est très présent sur le web. On va aussi sortir dans les médias écrits, les médias plus traditionnels, la radio. Donc, pour en parler. Et l'objectif, c'est d'attirer le plus de gens à cet événement-là. Donc, des gens de la région, mais aussi des gens de partout au Québec qui vont pouvoir, de leur salon, visiter les kiosques de nos entreprises et qui sait, bien, trouver un emploi, puis venir habiter chez nous. Puis, il y a une excellente collaboration aussi de l'ensemble du territoire. Il faut le dire, il y a plus de 50 partenaires donc, qui travaillent partout sur le territoire là, pour aller chercher les entreprises, soutenir aussi les chercheurs d'emploi. Hein. Les chercheurs vont pouvoir aller dans les carrefours Jeunesse Emploi, par exemple, les différents services d'aide à l'emploi aussi, pour pouvoir préparer leur curriculum vitae et pour participer à l'événement. En fait, c'est ça. On a 3 endroits. Nous, au Kamouraska, il est intéressant que les gens vont être sur place pour aider justement nos chercheurs d'emploi dans la conception de leur espace. Donc, on a le Carrefour Jeunesse Emploi, projection 1635 à Saint-Pascal. On a les services d'aide à l'emploi Kamouraska du côté de la Pocatière. On a aussi le CLÉ. Emploi Québec est un partenaire vraiment majeur. Donc, le CLÉ, les installations du CLÉ, il y a des ordinateurs. Les gens sont invités, les chercheurs d'emploi, à aller faire là, leur petit endroit virtuel à ces endroits-là. Le chemin des navigateurs, ça vous dit quelque chose? Madame Odette Pelletier nous en dit davantage sur ce pèlerinage. Le chemin des navigateurs, c'est un tronçon qui part de Pointe-au-Père jusqu'à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un tronçon qui a été inauguré en 2008. Ça fait partie du groupe des chemins des sanctuaires qui était à la base, c'était Pèlerinage 2000, Québec 2000. J'ai fait le kilométrage, tout le mesurage de paroisse en paroisse, le tracé des petites routes à emprunter et tout ça. J'ai travaillé de Saint-André jusqu'à Lévis. C'est nous qui l'avons fait avec Martial Boursier. Puis, ils ont fait un travail de moine. C'était très beau. Puis, l'inauguration en 2008, puis, j'ai fait partie de la première cuvée. Parlez-nous de votre expérience personnelle. Comment vous avez vécu le chemin des navigateurs? Le chemin des navigateurs, bien, c'était pas mon premier chemin. J'ai commencé à marcher en 2006. J'ai fait Montréal-Québec. Après, j'ai fait Ottawa-Montréal. Et après, c'était le chemin des navigateurs. Bien là, je connaissais des personnes qui avaient déjà marché. Ça fait différent d'un premier chemin. Mais en même temps, je venais marcher dans ma région. Je découvrais ma région d'un autre côté parce qu'habituellement, on est en auto. On prend les grandes routes, ça va plus vite. Et là, on prenait les petits sentiers, beaucoup de sentiers pédestres, des chemins dans les terres pour éviter la grande circulation. On a découvert aussi les aboiteaux que j'avais jamais marché. Quand on marche, on rend grâce à Dieu de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut découvrir, le silence du matin. Parce que nous, on part de bonne heure le matin. 5h, 5h30 ou plus, oui, pour arriver, pour marcher avant le soleil du jour. Le soleil du midi, c'est très, très difficile à marcher. Qu'est-ce qu'on va chercher en faisant un tel pèlerinage? Moi, au tout début, c'était le sens spirituel. J'allais au sens spirituel, puis on traverse... À chaque étape, à chaque jour, il y a des sentiments nouveaux qui montent. Après ça, on découvre le bienfait de la marche. J'ai découvert le bienfait de la marche. J'ai découvert ma foi. Ma foi, quand tu marches aussi en dedans de toi. Moi, c'est ma retraite à moi. C'est Premièrement, on lave pas la vaisselle. On lave pas notre vaisselle. Souvent de fois, on mange dans des restaurants. Le midi, on mange sur la route.
Le soir, on prend un bon snack. Pour faire un tel chemin, est-ce qu'il faut nécessairement avoir la foi? Pas besoin, pas besoin. Même si on ne peut pas dire c'est la foi, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne. On ne peut pas faire un chemin comme ça sans avoir des moments d'intériorité. Comment on est hébergé? On est hébergé, ce sont des gîtes qui sont à l'avance, qui ont été... ça peut être un centre municipal, ça peut être chez des particuliers, ça peut être chez des communautés religieuses. Et j'imagine que ça prend un minimum d'entraînement avant de pouvoir faire un chemin qui dure, 21 jours? Il faut s'entraîner 2-3 mois avant. Pour partir, il faut être capable de faire au moins 3 jours de suite avec 2-3 heures de marche par jour. Si on ne veut pas fatiguer. Sinon, on va trouver ça dur. Parce qu'on a la lourdeur du sac à dos. Il faut porter notre sac à dos. Le sac à dos, il pèse à peu près 18 à 20 livres. Combien de personnes prennent le départ habituellement pour le chemin des navigateurs? Pour le chemin des navigateurs, c'est 4 personnes par jour. Puis on ne peut pas dire un soir, ben là, demain, ça ne me tente pas, je ne marcherai pas. Il faut que je marche. Parce que les autres départs en arrière de nous, ils viennent coucher au gîte où on part le matin. Du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, nous savons maintenant qui affrontera le 95 de Saint-Jean-Port-Joli en finale de la LHCS. Et ce sera le Plastique Mort de Saint-Damien qui a remporté tous ses matchs en fin de semaine dernière. Tout d'abord, vendredi, du côté local, eh bien, les seniors visitaient Saint-Damien et ont perdu 6-0. Saint-Damien est venu l'emporter le lendemain à la Pocatière au compte de 6-3 et l'a remporté également à domicile dimanche au compte de 3-0. La série finale débutera donc vendredi prochain du côté de Saint-Jean-Port-Joli à compter de 21h. Du côté de la Ligue de baseball senior Puribec du Bas-Saint-Laurent, on débutera la 35e saison cet été. 5 des 6 équipes ont déjà confirmé leur présence, ce soit la Pocatière, Trois-Pistoles, Matane et Rivière-du-Loup. On attend toujours la réponse du côté de Cabano. Voilà qui termine votre bulletin d'information locale et régionale Infocam. Pour toute question, information ou commentaire, visitez notre site au www.tvck.org. Part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.